Le souci, il est dans cette population jeune qui n'a peut-être pas pris la mesure de sa responsabilité dans la diffusion de la maladie. Esther Arboun, je crois que vous nous avez rejoint. Bonjour. Bonjour Cathy. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes ORL, vous travaillez et à l'hôpital, en compatriote, mais également en privé. Donc vous avez vraiment une vue d'ensemble de ce qu'il se passe. Et on aimerait parler justement avec vous ce matin du confinement, parce que certains se demandent si ce confinement va être efficace, si le nombre des malades va vraiment descendre et donc nous protéger, ou si cela ne va servir à rien ou pas grand-chose. Alors, le confinement, c'est toujours utile et c'est sûrement la dernière arme qu'on a. On a montré dans le monde entier que quand les gens se confinaient, mais se confinaient réellement, c'est-à-dire rester chez eux, on faisait descendre le R. Le R, c'est le taux de contamination qu'une personne contaminée… Enfin, non. Je recommence. C'est le R, c'est la capacité pour une personne infectée de contaminer un certain nombre de personnes. Je rappelle que le R spontané de ce virus, c'est 3, c'est-à-dire qu'en temps normal, une personne contamine 3 personnes. Quand on est descendu du confinement, du premier confinement, on avait descendu ce R à 1, c'est-à-dire une personne contaminait une personne. Pour mémoire, en France, ils sont descendus à 0,6. Plus vous descendez bas et plus quand vous réouvrez et que vous faites le déconfinement, il se passe du temps avant que la chaîne de contamination se remette en place. Donc le confinement, c'est la dernière arme ultime qu'il faut utiliser. La question, elle n'est pas est-ce que ça marche ou ça ne marche pas, c'est est-ce que le confinement qu'on fait va être suivi et va avoir des effets. Alors ce R, docteur Esther Arboun, avant qu'on se mette en confinement, c'est-à-dire vendredi dernier, il était à combien pour Israël ? Je vais vous dire des bêtises parce que je lis plein de chiffres et je vous dirai une bêtise. On était à 1,5, je ne sais pas, je vais vous dire des bêtises. Je peux le vérifier, je vous dirai. D'accord, okay. Et vous pourrez le donner demain dans votre émission, mais là, je vais vous dire des bêtises. Mais en tout cas, on était… et en plus, il a dû être calculé au vu du nombre de patients, de nouveaux patients qu'on a. Ce qui est important et qui ne sortait pas de vos chiffres, c'est que nous avons le plus fort taux de nouveaux patients par jour au monde. Je regardais les chiffres du Johns Hopkins. On est à 480, sur les 7 derniers jours, à 490 patients nouveaux par million d'habitants. Et on est très loin en première position. En deuxième position, il y a l'Espagne, avec 218 nouveaux cas par an par million d'habitants. Et la France, pour donner un exemple, parce que c'est quand même un pays qui nous est proche, est à 130. Et à 130, ils commencent à tirer la sonnette d'alarme et à leur dire il faut faire attention, il faut vraiment prendre les mesures qu'il faut. Alors pourtant, docteur, certains nous disent que oui, évidemment, on a ce chiffre de 490 patients nouveaux par jour et par million d'habitants parce que nous testons plus que d'autres pays. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, c'est toujours pareil, plus vous testez et plus vous avez des chances de retrouver. D'ailleurs, maintenant, quand on écoute les interviews des grands patrons français, ils disent bien estimer, parce qu'il y a effectivement tous ceux qui ne sont pas testés. Ce qui est important aussi de regarder dans ce deuxième chiffre, c'est quel est le pourcentage de positifs qu'on a quand on fait un nombre de tests. Par exemple, en Israël, là, pour les fêtes, on a fait moins de tests que la semaine dernière. La semaine dernière, on était aux alentours de 40-45 000 tests par jour. Là, j'ai vu qu'hier et avant-hier, on en avait fait entre 20 et 23 000. On est toujours à 10% de positifs, 10,5 je crois. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours le même taux de gens positifs. Plus ça monte, et plus ça veut dire qu'on a un virus qui circule dans la population. Pour mémoire, quand on a commencé à faire nos tests et qu'on était super fiers parce qu'on en faisait 10 000 par jour, on était à 3%. On était 2, 3, 4, après c'est monté à 5, après c'est monté à 6, et chaque fois on dit on va confiner, et puis c'était la menace. Là, on est depuis un certain temps, ça fait plusieurs semaines qu'on est à plus de 10%, 10,5% de tests positifs. Ce n'est qu'un indicateur, les tests positifs. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement, c'est indéniable, le virus qui circule, c'est l'état de notre système de soins. On a un système de soins en Israël, c'est un petit pays avec comparativement beaucoup d'hôpitaux, mais enfin, ça reste un petit nombre, et donc un petit nombre de patients qui peuvent aller en réanimation, qui peuvent être intubés, qui peuvent être pris en charge.
et nous arrivons à saturation de ce système. Donc, l'important, c'est de ne pas avoir des gens qui vont arriver parce que c'est des cas difficiles et de ne pas savoir quoi en faire parce qu'on n'aura pas les moyens. C'est essentiellement ça. Hein, parce que contaminer des gens en bonne santé qui vont avoir un peu de fièvre et qui vont être les mieux au bout de 10 jours, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est notre population à risque. Et il ne faut pas que notre système soit débordé. Alors justement, vous me tendez une perche parce que vous parlez de saturation du système et il faut dire que le public s'y perd un peu car il y a une grande différence entre les chiffres du ministère de la Santé et les chiffres des hôpitaux. Par exemple, si je prends l'hôpital, bien sûr, Chiba, hein, qui est, on va dire, qui est au cœur de ce système Corona. Alors, selon le MISRA d'Abriout, le taux d'occupation de l'hôpital Chiba est de 120%. Or, selon l'hôpital lui-même, le taux d'occupation est de 52%. Donc, il y a des chiffres qui sont complètement différents. On a l'impression que c'est une histoire politique autour des budgets. C'est pas très clair. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point ou alors, pas je ne connais pas ce chiffre de 52%. Moi, ce que je sais, c'est que... Alors, il faut aussi, et c'est une subtilité, mais il faut aussi différencier les lits corona des lits non corona, parce que la vie continue malgré tout. Il y a des gens qui meurent d'infarctus, il y a des gens qui ont des cancers. Il faut s'occuper de tous ces gens-là. Pendant la première vague, on a tout arrêté. C'est-à-dire que l'hôpital entier était en ordre de marche pour répondre au corona et on a mis de côté toutes les autres pathologies. Or, c'est faux. Les cancers ont continué d'évoluer, les infarctus du myocarde aussi. Enfin bon, toute la pathologie grave a continué d'évoluer. Passé cette première phase où on avait tout arrêté, y compris les consultations normales, on est revenu à un système plus équilibré, c'est-à-dire qu'on a assuré le quotidien et on a ouvert des unités Corona. Et je pense que ce qui est saturé, ce sont les unités Corona. J'entends, moi, plutôt de l'ordre de 120%. Il faut aussi savoir que, je ne sais pas d'où sort le 52%, mais les hôpitaux israéliens fonctionnent en temps normal, et même avant le corona, à plus de 100% de leur capacité. Il faut aller se promener aux urgences. Le chiffre vient de l'hôpital. C'est la cour des miracles, les urgences d'Ichilov. Il faut y avoir été une fois en tant que patient. C'est la cour des miracles. Mmh. Non, vous me demandiez d'où sort le chiffre de 52%, mais il sort de l'hôpital Sheba lui-même qui a annoncé, qui a donné ce chiffre. Donc c'est vrai que on s'y perd un peu. On se demande comment tout ça s'organise. Alors il y a d'autres chiffres et d'autres voix aussi qui s'élèvent par rapport justement à ce confinement. Est-ce que vous pensez, d'après votre expérience, d'après ce que vous voyez sur le terrain, qu'on peut s'orienter vers un troisième confinement? Qu'est-ce qui va se passer après la sortie de celui-ci? Alors moi, je pense rien. Et je pense que personne n'est capable de dire quoi que ce soit. Ce qu'il faut regarder de façon objective, c'est que dans cette deuxième vague, on a quand même des modalités qui sont très différentes de la première. On a un très, très, très fort taux de gens, soit asymptomatiques, soit avec peu de symptômes, et qui sont plutôt des gens jeunes, et les gens contaminés sont plutôt des classes d'âge jeunes. Le problème, c'est que et on le sait depuis le début, les cas graves surviennent chez les gens de plus de 60 ans ou avec des facteurs de risque dont le plus important est sûrement l'obésité. Et ces deux populations ne sont pas étanches. Hein. À un moment donné, la population jeune va rencontrer son grand-père, sa grand-mère, son oncle, se balader dans un endroit où c'est même quelqu'un qui ne connaît pas, mais il va rencontrer cette population âgée. Pourquoi est-ce qu'on a actuellement moins de cas graves? Parce que je pense que la population à risque a pris la mesure du risque que ça présentait et met son masque. Le souci, il est dans cette population jeune qui n'a peut-être pas pris la mesure de sa responsabilité dans la diffusion de la maladie. Alors, il y a plein de facteurs pour expliquer cela, c'est compliqué. On est en train de mener une course de fond et pas un marathon. On fait un marathon, on fait pas une course de vitesse. Ce virus, sauf si on a un traitement, et on peut dire dans un deuxième temps, on va l'avoir encore pour de nombreux mois. On va dire ça en mois, hein, voire plus. Et on va
aller et venir. Et nous, la seule chose qu'on sait faire, c'est se protéger pour diminuer la diffusion. Et s'il y a un seul message qu'il faut faire passer, c'est mettez votre masque. Mais mettez votre masque comme il faut. Mettez votre masque sur le nez, sur la bouche. Je sais, il fait chaud. Je sais, c'est difficile. Je sais qu'on n'arrive pas à respirer. Moi, j'ai un FFP2 quand je fonctionne parce que je suis ORL et je suis particulièrement à risque. Je le mets 5 heures d'affilée, j'y touche pas. Et je sais que c'est désagréable. Et je n'ai pas le choix. Il faut aussi tenir compte de l'usure des soignants. On était tout feu, tout flamme et on voulait. Maintenant, ça fait 6 mois, 7 mois qu'on est au front, si j'ose dire. Tous, hein, chacun a son rôle, chacun a sa place. Mais il y a une usure. Les gens sont fatigués parce qu'ils n'ont pas l'impression, enfin les soignants sont découragés parce qu'ils n'ont pas l'impression que la population est derrière eux et que notamment les jeunes aient pris la mesure de leur rôle dans la diffusion de cette épidémie. C'est bon, d'accord, et on sait en plus que ce sont les bars, que ce sont les endroits où on se retrouve. Alors ensuite, on peut dire les endroits où on se retrouve, c'est les synagogues, ou c'est les bars et les mariages. Mais tout ça, c'est des facteurs de risque. Et il faut faire quelque chose. Chacun a sa mesure. Chacun est responsable du devenir de cette épidémie. Si on ne fait rien, pour répondre à votre question, on risque de petit à petit, après le deuxième déconfinement, mais c'est pareil, l'autre question, c'est est-ce que ce déconfinement va être bien fait? Parce qu'il y a quand même un ras-le-bol de la population israélienne et qu'il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas le suivre. Donc, un confinement pas vraiment confiné, c'est un confinement dont les effets vont être moindres. Et donc, après, le virus va continuer à diffuser. Et il n'est pas dit que si on n'a toujours pas de vaccin, il n'y ait pas un troisième confinement. Mais il faut pas... Je crois qu'il faut, on doit pas être Cassandre et prédire le pire. On doit dire aux gens, vous êtes responsables de ce qui va vous arriver, mettez un masque, c'est une mesure simple et on a montré que ça marchait. Vous pensez qu'il y a un manque d'information justement vis-à-vis de cette population jeune, moins jeune, un peu moins jeune, des risques de contamination? Vous pensez que les pouvoirs publics devraient faire des campagnes pour expliquer dans le détail comment on contamine et comment on est forcément responsable si on ne met pas son masque, si on ne garde pas les distances? Alors moi, je suis pas sociologue, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Je sais que moi, j'ai été extrêmement frappée par cette publicité qui est passée en Espagne, et maintenant ils sont en train de faire la même en France. Je l'ai pas vue en Israël, où on voit un papy ou une mamie en train de souffler ses bougies d'anniversaire, et quand il ouvre le cadeau, il y a un masque, et l'image d'après, c'est le même en réanimation, parce qu'ils sont tous autour de lui en train de l'embrasser et de lui souhaiter bon anniversaire. Et en fait, il le contamine. C'est ça, hein, la contamination chez les personnes âgées, c'est ça. Mmh. C'est qu'à un moment donné, on baisse la garde. Parce que c'est pareil. C'est aussi, nous-mêmes, on sait pas, on a l'impression que parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, il n'est pas dangereux. D'abord, l'infection, c'est pas une maladie, c'est pas une saleté, on n'est pas sale quand on a une infection. Donc, on se dit, c'est quelqu'un que je connais, donc c'est quelqu'un de propre, donc c'est quelqu'un de safe. Mais ce raisonnement, il est faux. Et c'est les proches. C'est les jeunes proches, c'est les petits-enfants qui vont contaminer leurs grands-parents. Et le cadeau qu'ils vont leur faire, c'est effectivement que eux, ça va les conduire en réa. Mmh. Et elle est violente. Hein. Moi, je l'ai vue en espagnol et je l'ai vue en français. C'est une pub qui est extrêmement violente. Je ne suis pas certaine qu'on l'ait fait en Israël. Maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut sensibiliser les gens. Parce que du point de vue sociologique, les jeunes savent qu'ils sont immortels, qu'il ne va jamais rien leur arriver. En même temps, les Israéliens, ils sont quand même conscients, ils ont vraiment cette fibre familiale et de dire mon grand-père, ça va, c'est important. Donc, j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile et que le seul message qu'on peut délivrer, c'est porter votre masque et protégez-vous, mais protégez votre entourage. Mmh. Alors Esther Harboun, on voulait vous remercier d'avoir participé à notre direct ce matin. Bien écoutez, on va essayer de suivre vos conseils au mieux. On vous retrouvera probablement dans une prochaine émission. À bientôt Esther Harboun. Avec plaisir, bonne journée. Bonne journée.